Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est sur l'épisode 9 de Podcaf. Je suis avec Clément et le deuxième Mathéo qui est avec nous pour la deuxième fois. Bonjour. Vous allez bien les gars, ça va ? Ouais, super. Super. Mathéo, tranquille ? Grosse semaine mais ça va. Bon bah tant mieux. Enfin pour que ça aille tranquille, pas pour la grosse semaine. Donc du coup cet épisode-là va être un peu différent des autres parce qu'aujourd'hui on va parler d'une passion qu'on a tous les trois en commun qui est l'automobile au sens le plus large et du coup plutôt que de parler d'une œuvre en particulier dans la deuxième partie de l'épisode, on va chacun traiter de deux films qui nous font vibrer au niveau de cette passion qu'on a. Donc voilà pour la deuxième partie. Pour la première partie, on parlera de notre passion, comment elle s'est déclenchée, etc. Et puis pour l'instant, c'est les recos, comme d'habitude. Est-ce que vous avez découvert des choses ces derniers temps que vous avez envie de partager comme ça ? Ça n'a pas forcément de rapport avec le sujet du jour, c'est ce que vous voulez, juste la découverte. Alors moi comme tous les ans je re-regarde Hit avec Al Pacino et De Niro. Ok. Pas un film, ouais si on peut dire un film bonbon qui fait plaisir une fois par an. La petite sucrerie que tu te mets sous la langue. Voilà, ça se regarde très bien, moi j'apprécie. Et sinon si. Je suis tombé sur une série en début de semaine qui s'appelle Tracker sur Disney+. Ok. Qui se laisse regarder. Il n'y a pas un fond très philosophique. Mais dans l'ambiance, ça m'a fait penser à une très bonne série française qui s'appelle Zone Blanche, que je conseille. Ok. Ça parle de quoi, vite fait, pour avoir un petit speech de l'histoire ou Zone Blanche, c'est un village dans les Alpes ou dans les Vosges. Non mais Tracker, la série que t'as... Tracker, c'est un mec solitaire qui se balade avec son pick-up qui fait chasseur de primes, quoi. Ok, d'accord. Un peu stylé. Ouais. Et Zone Blanche, c'est une zone blanche perdue dans la forêt. Un village qui fait vivre ses habitants d'une scierie, finalement. Tout le monde travaille là-bas, globalement. Et il se passe des trucs... c'est moitié une série policière, moitié il y a quand même des divinités celtes, des trucs un peu occultes, et on sait jamais vraiment trop, finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ok, d'accord. Clément, une petite découverte dernièrement ? Alors, en recommandation... Moi, je conseille Bref, la saison 2, qui est vraiment super à regarder. Enfin, déjà, le casting est incroyable. C'est du Bref comme on aime sur des épisodes un peu plus longs. Ouais. Et il y a 6 épisodes et elle est vraiment super. Enfin, niveau acteur, niveau jeu, niveau prise de vue et tout, c'est juste incroyable. Le fond est super intéressant aussi, je pense. Surtout pour tous les hommes. Beaucoup d'hommes. Et ça traite de... Ouais, allez le voir. Sans aucune hésitation, c'est un bonheur. Le côté remise en question masculine que j'ai trouvé assez intéressant, quoi, finalement. Moi. Ok. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai vu que le premier épisode qui est du coup dispo sur YouTube. Donc, si vous voulez aller checker au moins le premier épisode, vous pouvez y aller sur YouTube, ce sera gratuit. Et la série est sur Disney+. Donc, pour ceux qui ont l'abonnement, super. Pour les autres, voilà, comme moi, vous démerdez-vous. Ouais. Mais ok. Ouais, non, bref, à regarder. Donc, j'attends de trouver une solution de pouvoir voir les autres épisodes. Mais, mais c'est sur la liste de mes envies de 2025. Ouais, non, il faut, ça vaut vraiment le coup. Et petite reco YouTube, encore un storyteller, je crois que j'en ai un à chaque épisode. Ok. Mush, M-U-S-H, qui fait du storytelling un peu sur des jeux vidéo. Les formats sont assez courts, c'est moins de 30 minutes. Et jeux vidéo principalement, et beaucoup d'e-sport. Il parle de beaucoup de joueurs très intéressants. Ok. Ça se consomme très bien, super voix et tout, c'est vachement cool. Ouais, super. Et sinon, moi, pas de reco pour aujourd'hui. J'ai pas eu de petite découverte ou de nouveautés dans ma vie culturelle ces derniers temps. Donc voilà. Ok. Et je vous propose de passer au sujet. Ouais. Et puis, pour tous les deux, est-ce que vous avez eu un élément déclencheur dans cette passion de l'automobile ? Moto, camion, voiture ? Est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait que vous avez trouvé ça cool d'un coup ? Ou est-ce que vous avez toujours trouvé ça cool du plus loin que vous pouvez vous en souvenir ? Moi, c'est commencé très tôt. Et encore une fois, plus d'un point de vue jeu vidéo. Moi, j'ai commencé à jouer à Need for Speed. Ok. Need for Speed 2.
Donc avant années 90 quoi, sur ordinateur avec un joystick. C'est celui avec la fameuse BM grise et bleue là? Non, ça c'est... Oula, il est sorti dans les années 2000, ça c'est Most Wanted ça. Ok, d'accord. Non, là c'est Need for Speed 2, donc c'est vraiment le balbutiement des cubes qui bougent en 3D quoi. et j'ai commencé avec ça et j'ai ensuite fait toutes les séries des Need for Speed quasiment. Hein. Bon, il y en a beaucoup que j'ai pas fait, mais à partir de la PS2, je les ai tous fait, donc c'est beaucoup ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le tuning, principalement. Hein. C'est la modification esthétique de la Donc voiture. beaucoup de temps passé dans le garage plus que sur la Oui, piste. Oui, Ok. oui, exactement. Je vois le genre. 3-4 heures sur Need for Speed Pro Street à coller 15 000 décalcomanies sur la bagnole pour qu'elle ressemble à quelque chose. Et c'est pas ça qui l'a fait avancer plus vite. Hein. Bah non. Mais ouais, non, principalement du Need for Speed. Et un peu, si je peux faire un parallèle assez drôle, c'est que les cours, j'arrivais pas à les retenir. Par contre, le nom des voitures, c'est un peu comme les Pokémon. Je comprends pas pourquoi, mais ça rentre tout seul, quoi. Ouais, il y a des choses comme ça, hein, c'est bizarre. C'est assez fou. Donc voilà, principalement, moi, c'est ça qui m'a mis très tôt. Hein, je devais avoir 5-6 ans quand j'ai commencé à jouer. Donc j'ai suivi ça jusqu'au jeu de maintenant et jusqu'à conduire et jusqu'à se rendre compte que on aime toujours autant les voitures, quoi. Donc principalement voiture, moi, de mon côté. Ok. Et vas-y, Mathéo. Ouais, alors moi il n'y a pas eu d'élément déclencheur, j'ai toujours un peu baigné dedans finalement, de par ma famille, mon grand-père et mon père d'un côté. Mon grand-père est collectionneur, donc il y a du tracteur en pagaille, ça n'a pas trop de rapport, hein, mais il y a plein de motos et il y a quelques vieilles bagnoles à la maison. Donc j'ai toujours un peu connu ça quoi finalement. Mon père qui m'a emmené quelques fois aussi, j'étais pas vieux au salon de la moto. Ok. Entre autres. Par contre, ça je ne me l'explique pas. Ils ont toujours été plus fans de véhicules italiens et moi c'est plus les allemandes quoi mon truc. Mais Bon, chacun son truc. Hein, et donc ça va être, à mon avis ça vient de là quoi. Parce que les jeux vidéo c'est venu que plus tard, donc ça n'a pas été un déclencheur. Ok. Que dire de plus finalement que c'est surtout familial quoi. Ok, d'accord. De mon côté, mon père avait une coccinelle rouge, dont il a dû se séparer parce qu'il y avait des travaux à faire dessus et pas trop le temps ni l'argent de s'en occuper ni quoi que ce soit. Donc à la place, il a vendu, il a pu se prendre une moto parce qu'il aime bien aussi ça. Et je pense qu'il y a un petit côté de je sais pas d'où ça vient, que ça a toujours été là et que j'ai toujours été intéressé par les voitures que mes parents ont pu avoir, même si c'était des trucs lambda que tout le monde c'était genre de Laguna, des trucs comme ça quoi. Et puis donc ouais, une passion comme ça a été favorisée ensuite par les jeux vidéo où j'étais très dans la vibe Colin McRae. Donc à fond rallye et le rallye c'est une discipline de cœur, même si j'ai pas pu assister à beaucoup de rallyes. J'en ai fait un je crois en Vendée quand j'étais tout gamin, mais pas plus. Et après est venu Gran Turismo 4 et c'était cool. Puis il y a eu plein d'autres jeux allant de Midnight Club 3 à The Crew, Forza, etc. Et puis à côté de ça, ces derniers temps, après un déménagement de ma famille dans le centre de la France, on a trouvé une maison proche d'un circuit et bizarrement, de fil en aiguille, on y va assez régulièrement et c'est chouette. On participe aux événements autour du circuit et voilà. Donc je peux voir de plus près des voitures qui m'intéressent, des disciplines qui m'intéressent et autres. Et du coup c'est cool. Voilà. Comment se manifeste votre passion, les gars ? Est-ce que vous le vivez tous les jours ? Est-ce que vous avez un métier qui est en rapport avec ? Ou est-ce que c'est... Alors, au quotidien, moi, ça va être... je conduis un camion, déjà, donc ça se manifeste un peu comme ça aussi. Mais ça se manifeste surtout par un petit icône orange et blanc sur le téléphone qui s'appelle Le Bon Coin. Acheteur compulsif. Ouais, je fais du lèche-vitrine sur Internet, mais des fois, il y a des petits... dernièrement, une petite Audi 100, là, par exemple, qui
vient d'arriver. Ok. Que j'ai acheté sur la vie de l'auto d'ailleurs, rien à voir. Je l'ai acheté via un magazine papier. Mais ça se manifeste comme ça. Ouais. Ok. Et ouais, ça marche, Clément? Moi, c'est juste le plaisir de la conduite, je pense. Ok. En général, sur route normale, sans faire d'excès forcément ou quoi que ce soit, mais juste j'aime conduire en fait. J'aime aussi être sur mon simulateur chez moi, à me faire plaisir sur circuit, sur du rallye ou des choses comme ça. Mais sinon, vraiment, en tous les jours, c'est vraiment l'aspect visuel des voitures qui me plaît énormément. Vraiment l'esthétique. Ouais, Ok. l'esthétique, j'ai des goûts qui me sont propres. Il y a des lignes que j'aime, il y a des choses que j'aime. Et professionnellement, j'aimerais essayer de m'en rapprocher pour devenir carrossier. Là. Donc on espère que ça va se faire. Et puis, mais moi, c'est beaucoup du visuel. Ouais. Ok. Ouais. Bah C'est écoute, pour ouais, moi, on croise les doigts. Je Donc genre traite ça vraiment comme une forme d'art. Hein. Ouais. Je trouve ça, ouais. un peu à ce fameux un japonais qui refait des carrosseries de Porsche. Ah ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Mais, Rowelt Nakai-san. Je sais plus comment il s'appelle. et c'est lui qui a Exactement. fait les Rocket Bunny ou... Non, Non, c'est pas lui. C'est lui qui a Rowelt. Ok, d'accord. Donc, Rowelt Bigrif. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste des carrosseries, des kits carrosseries qu'on met sur les voitures qui sortent normal de chez le concessionnaire, mais quand on veut leur donner un style différent, bah voilà. Donc c'est Akira de son prénom qui s'est fait connaître notamment sur Porsche. sur Porsche et il a fait une apparition aussi dans Need for Speed 2015 où Ok. c'est un antagoniste où justement on l'a en cinématique quelquefois. C'est un sacré personnage hein, quand il arrive pour changer parce qu'il voyage énormément Ouais. et il fait juste de la carrosserie. Peut-être il modifie un peu pot d'échappement, des choses comme ça, mais le voir travailler, il arrive avec sa valise, ses outils dedans, un fauteuil et il tourne autour de la voiture, il fait tout et c'est Avec sa clope au incroyable. bec et Avec sa ouais, clope c'est de au l'art bec, quoi. c'est C'est ça, un... ouais. Il c'est est ça. respecté partout et c'est ouais. Mais ouais, les Japonais, hein, j'aime beaucoup moi aussi ce qu'ils font en général, que ce soit Ouais. Toyota, Nissan, Subaru. Ils sont très très forts, mais je pense qu'il y aurait de quoi en parler pendant des heures. C'est clair. Donc ouais. Ok. Moi, ça se manifeste surtout sur les jeux vidéo, parce que je pense que j'aime conduire, et j'aime conduire vite, trouver la trajectoire, le passage de rapport qui va faire que, ou le freinage, ou le machin, enfin, comment se placer ta voiture pour être le plus efficace, ou enfin voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc beaucoup de temps passé sur les jeux et donc du coup plus PC parce que c'est le plus accessible, le plus abordable. Et puis j'aime grimper, négocier un casque en passager quand on a les événements autour du circuit à la Châtre pour pouvoir. Je suis monté dans des trucs sympas. Il y a eu de la Clio Cup. Donc c'est certes une Clio mais avec des pneus slick qui est vidée avec des arceaux de sécurité de tous les sens. La caisse est rigidifiée donc ça marche vraiment fort. Et sur des tracés sinueux, c'est hyper intéressant parce que la voiture se place comme si elle était sur des rails. Et tu vois vraiment l'efficacité d'un châssis, même si tu as un moteur qui fait entre guillemets que 150 chevaux. Enfin voilà, ça marche quoi. Ça marche bien. Et tu as du vrai plaisir à ressentir la voiture, ce qui se passe dedans avec les baquets qui sont vraiment une source d'information incroyable. Vous n'avez pas idée pour ceux qui n'ont pas eu la chance de monter dans un baquet, c'est juste fou la tonne d'informations que tu as sur la voiture qui passe par ton postérieur quand tu pilotes, c'est incroyable. Et donc voilà, ça me plaît beaucoup. Donc pour l'instant, je suis surtout spectateur, acteur quand je peux jouer sur simulateur et voilà. Petite question comme ça a été quoi la première voiture que vous avez conduite qui vous a donné vraiment un plaisir fou? Parce que moi, c'était ma première voiture qui était à mon nom et c'était un petit bijou pour moi à l'époque. Ouais. Ma Golf 1 cabriolet GLI qui était dans son jus, hein, elle avait 40 ans la bagnole, mais j'ai dû m'en séparer malheureusement. Mais ça a été un coup de cœur quoi. Le mélange des anciennes avec ce petit moteur injection qui était incroyable. Il y avait 110 chevaux, mais c'était le côté cabriolet en plus. Un bonheur. Pour moi, ça a été ma petite Madeleine de Proust de mes débuts de conduite et c'était super quoi. Ok. Et Mathéo? Oui, alors Ah oui.
Oui. Alors bon. Non, c'était mon père qui qu'en fait en activité secondaire a une petite ferme. Et bon, étant passionné, il a acheté un véhicule un peu atypique pour aller galoper dans les champs. C'est un Peugeot P4 de réforme, un 4x4 de l'armée qui a été remplacé par le VT4 il n'y a pas si longtemps, quoi. D'accord. Mais alors en fait c'est une caisse de classe G, de Mercedes classe G, les vieux, avec un moteur de 505 dedans. C'est très rustique, hein, pas de direction assistée, les vitres c'est des bâches, le toit c'est une bâche. C'est une boîte 4 avec un débattement, il y a 4 km entre les vitesses, quoi. Ok. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ouais. Et donc il m'apprenait à conduire là-dessus, bien évidemment sur route communale privée, fermée à la circulation. Donc ouais, c'était mes premières expériences et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier avoir un volant entre les mains, quoi. Ok. Et puis s'en est suivi très rapidement après mes 18 ans, permis de conduire. Et là ça a été la consécration. Ok. Moi, j'ai pas vraiment eu. J'ai eu la chance d'avoir une Mégane 3 en première voiture, qui était du coup la voiture des parents, mais j'étais en deuxième conducteur dessus. Et puis c'était cool. Il y avait le 1,9 litre 130 chevaux dessus, donc ça roulait bien, ça accélérait bien. C'était sympa. Donc pour faire ces premières sensations après le permis où tu as conduit des voitures qui ont été un peu rincées au niveau de l'embrayage et tout ça par tous les élèves qui sont passés dessus, là, avoir ça pour faire tes premiers gros trajets, c'était franchement agréable. Ah, toi, elle était neuve ? Ouais. Moi la voiture de l'auto-école, j'ai eu la chance de tomber pendant un renouvellement, donc ouais, l'embrayage était pas trop rincé. T'as de la chance. Et puis alors, j'ai eu une monitrice qui était assez... qui te laissait pas trop faire patiner l'embrayage comme t'avais envie, quoi. Ok. Non, ouais, moi, l'auto-école... On voit de qui je parle. Alors, moi, je suis pas du coin, donc du coup, j'ai pas eu les mêmes moniteurs, mais ouais. Non, nous, c'était surtout Peugeot, et donc du coup, c'était sur l'ancienne génération de 208. Et pour nous faire conduire un peu autre chose, ils avaient le cabriolet, là, le 207cc ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était, enfin voilà, avec les pédales en alu et tout, enfin un truc qui se veut sportif, mais c'est un cabriolet, ça, enfin bref. Ouais, voilà. mais elle pèse très très lourd. Oui. C'est une 207cc, je pense. Je crois que c'est une 207cc, il me semble que c'était ça. Et c'était... Ce mec, mon avis, oui, c'était horrible. abominable. Hein. C'était abominable. Je prenais plus de plaisir sur la voiture électrique, boîte manuelle, boîte auto qu'ils avaient, enfin voiture électrique quoi, où je pouvais déposer tout le monde au feu rouge juste en accélérant normalement. C'était rigolo. mais oui, non, voilà. Non. Mais en fait, ils nous faisaient tourner sur les différents véhicules. Une fois que tu avais fait tant d'heures. Non, j'ai pas fait conduite accompagnée, non. Ah oui, t'as passé le permis, t'as fait les heures et t'as passé le permis. C'est ça, ouais. Ok. Parce que nous, en campagne, enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi, Mathéo, mais c'est conduite accompagnée, quoi, parce que... Ah ouais ? Du coup, oui, non, pas de conduite accompagnée pour moi, parce que pris par le temps, en fait, faut s'y prendre 16 ans et demi, 17 ans pour commencer la conduite accompagnée, pour que ce soit efficace. Et moi, inscription au permis, genre 17 ans et demi, voire plus, quoi. Ce qui m'a pas empêché d'avoir 31 sur 30 au permis B. Petite fierté de ma part, quand même. Bien joué. Est-ce qu'il y a des choses que vous suivez dans le monde automobile, des magazines, des chaînes YouTube, des sports auto, moto, camions, buggy, monster truck, j'en sais rien, ce que IndyCar ou je sais pas quoi. Alors moi, ça va être surtout du YouTube. On a la chance d'avoir énormément en France de youtubeurs un peu déjantés et malades sur les bords qui font des trucs assez drôles. Je pense que j'ai dû commencer avec Akram Junior. Ouais. À l'ancienne. Avec le tonton. Ouais, avec tonton. Oui. À l'iPhone, tout ça, ouais. Un bonheur. Mais excellent, sacré personnage, un peu tonton. Délaissé une fois qu'il a interviewé un certain Laboiserie. Ah oui. Avec sa M3 rouge, là. Non, mais... Oh là là. Enfin, bon, bref. Et du coup, ouais, après Boiserie, Villebrequin, Farine de Blé, c'est plus ça. Et après, je sais pas, niveau compétition, j'aime bien suivre ce que font Subaru.
Ok. Ouais. Alors, Et, je t'avoue et que même Red Bull. depuis je sais plus qui était sur la Subaru en rallye, en WRC, je ne suis plus du tout ce qu'ils Ouais. font. Ouais. J'ai vu un nouveau modèle là récemment sur les routes et j'étais content en me disant tiens, ils sont toujours vivants, c'est chouette. Non, ils s'amusent à essayer de battre des records un peu partout quand même, dans certaines disciplines. Et j'aime bien. Puis je suis un grand fan de Subaru, donc c'est pour ça, hein, principalement. D'accord. Mais ouais, principalement ça, ouais. YouTube, ouais, beaucoup. Ok. Et toi, Mathéo, il y a des choses que tu suis en... Ouais, alors bon, la tradition dans la campagne, là, par là où on est, c'est les rallyes, quoi. Ouais. On y passe la journée sous un cagnard pas possible, mais bon, super bonne ambiance. Ouais, bah ouais. Ou dès qu'il y en a un qui sort, t'as tout le public qui va pousser la voiture parce qu'il faut y retourner, quoi. Après, je trouve que l'ambiance, c'est un peu moins... Enfin, j'ai pas pu assister à beaucoup de rallyes, mais entre ce que tu vois dans les vidéos et aujourd'hui, je sais pas, il y a... Ouf, ça dépend... Ouais, oui, puis ça Ouais. dépend le rallye aussi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Encore Le groupe B, que, on retrouvait des morceaux de doigts sur les carrosseries des bagnoles. Là, si t'as l'occasion cette année d'aller voir le rallye de Saint-Sornin, ouais. il est super populaire dans le coin. Ok. Et alors tu peux pas te mettre, il y a personne sur la piste. Oui, bah Parce oui. que, Ouais, voilà. ouais. Bon, il y a des gens qui traversent de temps en temps quand même. Hein. Parce que des fois t'es mieux de l'autre côté, quoi. En Oui. termes de point de vue. Oui, mais bon. Mais non, aussi, mais l'ambiance y est, quoi. Ok. Non, bah, à faire, du coup. Donc voilà, pour ce qui est de ce que je suis en physique, et après du YouTube aussi, ce que Clément a cité. Et moi, il y a un créateur que j'aime bien, qui s'appelle Yann Delblanc, et qui fait le format dans la boîte à gants, où il interviewe beaucoup de grands noms de la moto, quoi. Ok. Et de la moto, et de la voiture, et enfin du monde même pas du sport mécanique, de tout ce qui touche à ce qui se conduit, en fait. D'accord. Ou qui se pilote, genre ça peut Ou être ce qui se pilote. de l'avion et d'autres trucs comme ça ou... Je crois pas qu'il ait fait majoritairement du terrestre. Du terrestre. Ok. Ok. De mon côté, je suivais un peu le rallye à la grande époque de Sébastien Loeb, où c'était impressionnant de regarder les spéciales à la télé quand ça passait. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir suivre d'assez près l'Ultimate Cup, donc de l'enduro. Voilà. C'est des protos qui courent sur 4, 6 heures, 8 heures sur des circuits en Europe, je crois. Oui, si c'est que Europe. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai accès au paddock et c'est trop bien. C'est un peu VIP et j'ai la chance de pouvoir en profiter, donc c'est cool. Et tu fais profiter les copains, t'envoies des photos, c'est carrément cool, ouais, je confirme. Donc, ouais. Non, et puis c'est franchement chouette de suivre un événement de l'intérieur quand tu peux voir certaines écuries qui ont du passif entre elles, par exemple, ou des pilotes qui ont du passif qui couraient avant ensemble sur les mêmes automobiles, et aujourd'hui c'est plus le cas, ils sont dans des écuries différentes. Ça crée tout un storytelling autour du sport et de la course qui va se dérouler sous tes yeux, et vu de l'intérieur, c'est vraiment trop bien. Tu vois les ingénieurs qui travaillent à voir les trajectoires, les machins, parce que t'as 3 ingénieurs, je crois, par écurie. Enfin, voir tout ce monde-là de l'intérieur, c'est vraiment hyper intéressant. Entre les mécanos, tout le monde a son rôle, sa place et son importance. Et c'est hyper passionnant. J'aime beaucoup ces moments-là. Et ouais, ça a l'air d'être un petit monde sacrément sympa. Ouais. Ça, ça, j'adore ça. C'est vraiment chouette. Donc, et puis je partage ça avec mon père, donc c'est d'autant plus cool. Voilà. Carrément. Sinon, est-ce que vous avez d'autres anecdotes? Sinon, on va passer direct à la... Ouais, on peut passer à la suite. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Ouais. Et du coup, je vous avais demandé de prendre 2 films, ou 2, ça peut être autre chose qu'un film, hein, finalement, mais 2 œuvres culturelles qui ont fait vibrer cette passion-là en vous avant, enfin, quand vous avez vu ces œuvres-là. Je commence ? Allez, je commence. Bah, t'as le micro, alors vas-y. Ouais, on va en profiter. Bah alors, moi, dans la continuité de ce que je disais par rapport à mon enfance, le film Need for Speed, qui est sorti en 2014, avec Aaron Paul en rôle principal. Et oui. Oui. Créé par Scott Vogue
WAUGH, je suis désolé pour la prononciation. Ouais. Ça devrait être ça. Et alors bon, c'est pas un grand film fantastique au niveau de l'histoire, hein. C'est une histoire de vengeance à coup de grandes courses de voitures et de courses avec les flics. Mais il y a des voitures dedans qui font rêver, quoi. On est vraiment sur des il y a du Koenigsegg et tout ça. Il y a 2 Agera qui se tirent à la bourre, dont une qui explose. Et du coup, moi, dans la continuité des jeux, je trouvais ça assez fou. Il y a un fond de course un peu illégal dans le film qui est vachement cool à regarder, avec des voitures de folie, des Bugatti, des Salines, une Sesto Elemento. Non, il y avait des sacrés modèles. Il y avait des sacrés modèles. Alors pour la petite anecdote, Hollywood a jamais voulu prêter l'argent pour les voitures. Bon, du coup, ils ont fait des reconstitutions des voitures pour les cascades et tout. Et autre anecdote dans l'anecdote, Bugatti a envoyé les plans de la Chiron. Ouf. Ouais, pour la carrosserie. Ils ont aidé. Pour la carrosserie, ok. Ouais. Oui. Oui, ils ont quand même simplifié le travail. Alors, est-ce que c'est la Chiron? Est-ce que c'est la. Je crois que c'était l'Aveyron à l'époque. Ouais, je pense que c'était l'Aveyron à l'époque. Et je trouvais ça assez drôle. Mais en même temps, ça se comprend avec une Agera qui coûte 2 millions Hollywood. On n'est pas avec des budgets comme dans Fast, donc voilà. Et deuxième petit film qui est on voit moins de voitures, c'est Baby Driver, moi qui m'a beaucoup fait rire, avec ce petit héros là, très désinvolte, qui est conducteur pour cambrioleur, voleur. Cambrioleur, voilà, pour les braquages, des choses comme ça. Donc il attend dans sa petite voiture que les gens fassent leurs affaires et après il les conduit, les sort de la mouise avec. C'est quoi la subtilité, c'est juste qu'il conduit bien et. Ah oui, les écouteurs. Oui, c'est ça. Il conduit avec ses bandes son et c'est très très sympa, c'est très très drôle. Ouais, c'est vrai qu'il y a une belle BO. Ouais. Et moi j'avais bien aimé celui-là. Je sais pas s'il est sourd. Je pense pas qu'il soit sourd et juste il a un trouble de l'audition. Oui. Voilà, il a tout le temps les écouteurs et du coup les braqueurs dans les réunions sont là un peu en mode mais c'est qui ce mec, il est tout jeune et voilà. Et en fait on se rend très vite compte qu'il est très très doué le petit. Et voilà, petit film léger mais qui me fait bien rire. Petite Subaru dedans, rouge, dans la scène mythique. Ouais. Ah là là, magnifique. Et du coup, pour ces 2 films, il va y avoir des suites. On aurait un FS2 qui sortira en 2025. Donc donc on voit dans bande-annonce très rapide. Donc on aura Ron Paul, toujours en rôle principal. Cool. Et qui c'est qu'on aura en méchant? Un grand des films comme ça là, un grand monsieur. Vin Diesel. Ouais. Putain. ouais, il y aurait Vin Diesel dans le 2. Ouais. Et ils vont faire un. Ah, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ça va être cool quoi. Il y aura des Américaines en plus, ça va être cool. Ouais, bah ouais. Donc voilà. Et Baby Driver, il y aurait un 2. Alors ça, je suis pas certain de l'info, en 2026, mais ouais, bon, on verra ce que ça donne. Ouais, parce que le film se suffisait très bien à lui-même. Ouais, je pense. À la fin, c'est vrai. Je vais pas raconter la fin, je suis con. Non. Mais oui, non, c'est un beau film. Ouais, franchement, c'est un film cool. Donc ça me ferait chier qu'ils niquent ce qu'ils ont fait avant, enfin ce qui a été fait avant. Si ça se trouve, ce sera le même réalisateur, j'en sais rien. Ouais, on espère. Ouais. Mais ce serait dommage qu'ils fassent moins bien avec un deuxième. Mais ok. Voilà. Toi, Mathéo, t'avais deux petits films? Oui. Alors en fait, j'en ai 2 et demi. Enfin, j'ai je sais pas qu'on appelle ça, pas un feuilleton, enfin c'est pas sorcier en fait, parce que le Kenworth W900L qui s'en va dans un nuage de fumée noire sur du gros rock'n'roll. Et en fait, Jamie Gourmaud a avoué en interview il y a pas si longtemps là, j'avais vu passer ça, qu'effectivement il trouvait ça complètement hors propos. Et c'est lui qui est un peu sensible au sujet écologique et tout. Et ce camion là qui pollue à mort, parce qu'en plus alors je sais pas si c'est le cas, j'ai pas réussi à me renseigner assez sur ce camion, mais les camions américains en fait, les moteurs sont au choix
Et il se peut que dans pas mal de W900, on ait retrouvé des moteurs D3, 2 temps, diesel, qui polluent à crever. Ok. Et donc voilà, c'était l'aparté, c'est pas sorcier parce que le camion quoi, et c'est quand même chouette. Enfin moi j'aime bien. Ouais. Enfin écologiquement c'est aberrant mais Oui, mais bon, c'était cool quand même comme voilà, générique. c'est chouette. On le connaît tous par cœur et Chauffe Marcel. Et cette musique Boogie Body je crois. J'avais une série qui fait toujours mon envie actuelle d'avoir un hélicoptère et une Ferrari. On parle bien de Magnum, la première série, pas le remake. Oui, non, n'en parle pas. Non, il n'a pas existé. On va parler de Tom Selleck, de sa moustache et de cette moquette qui dépasse de la chemise hawaïenne. Qu'on voit dans le générique dans une Ferrari 308 GTS qui a été, du coup, je me suis un peu renseigné, qui a été modifiée pour lui parce que Tom Selleck est trop grand. Et on voit dans certains plans, en fait, on voit la casquette qui dépasse du. C'est pour ça que c'est une GTS découvrable. Ok. Parce qu'il dépasse. Et qu'à la base, ça devait être une Porsche 928, sauf que Porsche a refusé de modifier la voiture pour la série Magnum. Et cet hélicoptère, alors je suis moins calé en hélicoptère, c'est un. Ah bon? Voilà, c'est un Hugh MD500, qui est un hélicoptère qui a eu une déclinaison Defender pour l'armée américaine, mais je crois qu'il n'a pas trop été utilisé, qui dans la série est piloté par Tissi, qui est un ancien pilote de l'armée, qui fait du tourisme, et qui est bien utile. Et sinon Burnout avec François Civil. Oui, là du coup c'est moto à fond. Ouais, moto à fond. Et le film raconte l'histoire d'un jeune pilote qui essaie de faire ses preuves en GP, enfin une catégorie pour aller vers la GP en tout cas. Alors qui pilote en amateur au début, qui essaye d'en faire son métier mais qui est repéré par Ducati France. Ah oui, ok. En parallèle, il se trouve que son ex-femme avec qui il a un enfant est mêlée à des histoires de vente de drogue. Et donc il se retrouve à gérer son boulot qui est censé payer sa carrière en course. Donc il est cariste la journée. Ouais. De temps en temps il a des sessions avec Ducati. Et la nuit, pour payer les dettes de son ex-femme, il fait des go fast en moto. Et donc c'est très bien amené. C'est assez réaliste dans les plans qui sont faits en moto. Ouais. Toutes les scènes où on voit pas François Civil à travers son casque ont été faites par Serge Nuc, qui est un grand monsieur de la moto et qui a réussi d'ailleurs à reproduire ce que fait Valentino Rossi en GP, à savoir de sauter d'une moto à une autre. En fait, plutôt que de descendre, on voit cette scène où ils s'arrêtent sur. Alors ça a été filmé sur l'autoroute A1 qui a été fermée pour l'occasion. Et donc il s'arrête sur cette aire d'autoroute et en fait il saute d'une moto à une autre et donc il a réussi à le refaire alors que en fait quand Rossi a amené ça, je crois que les autres pilotes n'arrivaient pas à le faire quoi. C'est un gain de temps énorme et il n'y a que lui qui arrive à faire ça. Mais bon, ça m'étonne pas de Serge Nuc. De mon côté, il y a eu Taxi, le tout premier Taxi qui a été un énorme coup de cœur. Parce que c'est la première fois qu'on voyait ça avec un film français. Le taxi qui se transforme sur le parking avec les vérins hydrauliques qui montent la bagnole, qui mettent le pare-choc, les roues qui s'élargissent, tout ça. Enfin, incroyable, juste incroyable. Moi, ça m'a fait palpiter mon petit cœur, tout ça. Avec le 1 qui a une bande originale signée par Akhenaton du groupe IAM, et IAM qui a adoré le projet du film. Je crois que j'ai jamais vu le 1. T'as jamais vu le 1? Tu regardes j'ai juste vu pour la tous les musique, autres, ça vaut le coup, c'est n'importe ouais. quoi. Et voilà, et le son du Taxi, je m'en fous, je le mettrai en post-prod, mais juste ce son là. Oh là là, je crois que j'en rêve la nuit quoi.
enfin moi il me fait triper ce son, c'est incroyable. Je sais pas d'où il vient parce qu'il a été rajouté en post-prod, c'est pas le son du taxi de la voiture, mais je sais pas ce que c'est, j'ai pas retrouvé moi. Mais ouais non, Taxi c'était pour moi monstrueux, le 2 et le 3 sont géniaux aussi. Donc le 4 et le 5 je préfère les oublier et ne même pas en parler parce que pour moi ils sont juste nuls. Le 4 je m'en rappelle plus et le 5 je l'ai pas vu. Donc juste avec le nouveau 407 tout rond là, moi j'aime pas du tout. Dégueulasse. J'aime pas du tout. Pour l'histoire, j'ai déjà entendu une 406 coupée sans kata, enfin qui s'est fait voler son kata quoi. Ça fait un barouf. Bah tu m'étonnes. C'est très très drôle. Donc ouais, Taxi c'est une dinguerie et ça a été tellement une dinguerie que les Américains ont essayé d'en faire un remake chez eux et ça a bidé de ouf parce que c'était moins bien fait que chez nous. En plus, enfin l'équipe de cascadeurs c'est Rémi Julienne. Rémi Julienne c'est juste légendaire en termes de cascade et de cascade voiture surtout. Je crois qu'ils ont fait des choses pour Fast and Furious et Transformers aussi en cascade de bagnole. Donc l'équipe de Rémi Julienne c'est pas n'importe qui. Ouais. Et Sami Nasseri. Et en fait Sami Nasseri. Et non mais t'as beau faire le remake que tu veux, ce mec est inimitable. Non, bah non, il est propre à lui-même. Et ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, quoi. Il était prévu que ce soit d'autres acteurs. Alors j'ai plus les noms en tête, mais c'était pas du tout prévu que ce soit lui et Eddie Fental en acteurs principaux. Et finalement, c'est tombé sur eux. Et bah, tant mieux en fait, parce que je sais pas si ça aurait été aussi bien avec les autres. On le saura jamais. Mais tu sais qui c'est qui était prévu ? Non, je sais plus. C'était des grands noms. Je sais que c'était des gens connus à l'époque, mais ça s'est pas fait. Par manque de budget, c'est aussi pour ça qu'ils ont tourné à Marseille, parce qu'ils n'avaient pas le budget pour tourner à Paris, et que les autorisations pour tourner sur route étaient beaucoup plus dures à avoir. Mais à Marseille, ça marche trop bien en fait. À Marseille, ça marche juste super bien, et puis c'est ce qui a fait que Hayam a adoré le projet aussi, parce que bah, c'est le terre-terre, quoi. Donc, forcément. Donc, ouais. Et d'ailleurs, il y a eu un disque qui est sorti par Akhenaton et Hayam, avec des morceaux de la BO du film et qui a été disque de platine. Donc juste du début à la fin, Taxi c'est une tuerie. Pour ceux qui n'ont pas vu, sortez de votre trou et allez voir Taxi, le premier, même s'il a peut-être pris quelques rides et encore je crois même pas. Je crois que ça se voit très très bien. Il y a 1, 2, 3, il doit se regarder bien. En fait, c'est un petit côté nanardesque. Surtout dans le 3. Oui, voilà, mais c'est totalement assumé. En fait, et oui, puis rien à dire, quoi. C'est un bon film. Tellement bien, oui, voilà, il y a. Enfin bref, moi, Taxi, c'est gros coup de cœur. Et le deuxième film dont je voulais parler, c'est un Fast and Furious, et c'est Tokyo Drift, parce que, alors on pourra dire ce qu'on veut de la saga Fast and Furious, mais je suis pas un grand fan de la saga. J'aime bien parce que je vois plus ça comme un film d'action qu'un film de course-poursuite et de bagnole et tout ça. Surtout avec les années, ça a beaucoup changé. C'est plus autant centré sur les voitures qu'avant. Et Tokyo Drift a été juste une dinguerie parce que j'ai découvert le drift. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait une discipline qui s'appelait le drift et qu'on ne voyait pas que dans les spéciales de rallye que les gars faisaient pour négocier une épingle. Et qu'il y a des mecs dans leur pays, ils se prennent une montagne et ils vont rouler sur leur montagne pour faire juste du dérapage. Et ils kiffent, ils y vont en groupe et vas-y, c'est cool. Et ça, pour moi, quand j'ai vu le film, c'était une dinguerie parce que j'ai découvert une nouvelle discipline. Et en plus de ça, j'ai découvert tout l'univers automobile japonais avec leur façon de modifier leur voiture, leur façon de les rendre plus belles, l'esthétique qui est très importante pour les Japonais sur leur bagnole, qui est très différente de chez nous en termes de tuning, si on peut dire. Oui, là où on va se retrouver sur des véhicules européens, surtout les Allemands, parce que en France, bon. Voilà, la 306 Maxi. Oui, il y a des trucs chouettes, il y a des trucs chouettes, mais la philosophie allemande, elle est plus axée sur la performance, la mécanique pure et dure, quoi, le ressenti de route. C'est moins. On a l'impression quand on regarde un véhicule allemand que la carrosserie a été conçue autour de la mécanique, en fait. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi ça au niveau des constructeurs en fonction des pays. Je pense qu'il y a des mentalités différentes aussi en fonction des routes, en fonction des mentalités générales des gens. Je sais pas. Et je pense que on les voit les différences, quoi. Genre entre des Japonais, des Américains et des Allemands.
c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes standards, c'est pas les mêmes standards de voilà, qualité c'est ça. non plus. Les Japonais sont très très forts en qualité, ils ont toute une culture autour de la qualité. Ils ont même renvoyé chier BM avec leur moteur pour le Z4M et la Supra GR. Oui, ils ont fait une génération, mais les Japonais ont pété plusieurs moteurs de BM en leur disant c'est de la merde. Refaites-les parce qu'ils correspondent pas à nos standards. C'est ça. Je pense qu'il y a des exigences en fonction des pays qui sont différentes un peu surtout, quoi. Non, mais après, c'était surtout l'esthétique au niveau de la culture du tuning qu'ils ont chez eux, qui est un peu Ouais. genre gros ailerons, enfin des choses qu'on voit pas en France, quoi, des ailerons énormes qui se rapprochent peut-être plus de carrosseries qu'on peut retrouver en GT ou en DTM Ouais. que les françaises qui ont aujourd'hui, enfin qui sont plus proches du rallye, parce que le rallye a eu un gros impact en Europe que les GT et les GP. De toute façon, les véhicules occidentaux sont beaucoup plus rationnels que les véhicules japonais, quoi. Après, ils ont fait des dingueries, hein. Il y a la fameuse Godzilla, la R32, Nissan Skyline R32, qui avait pour l'époque, je crois, 4 roues motrices et les 4 roues directionnelles. Donc à partir d'une certaine vitesse, les roues arrière tournaient aussi avec les roues avant pour faciliter la trajectoire. C'était pas la Silvia, ça? Non, Qui avait c'était les R32. Et non, les Japonais ont été des visionnaires sur certains de leurs modèles. Et oui, parce qu'elles gagnaient tout. Juste tu la mettais sur un circuit, celle qui était devant c'était les R32 et derrière t'avais Porsche. Mais Porsche, ils ont toujours eu une dent contre Nissan, ça s'est répercuté jusqu'au record du monde qu'ils ont pu battre sur le Nürburgring avec la Nissan GTR, la R35 ou la R34, je sais plus, de chez Nismo. Et Porsche qui leur ont dit oui, mais les pneus que vous avez utilisés, c'est des pneus course, pas des pneus civils. Donc Nissan leur a envoyé une photo des pneus qu'ils ont utilisés, tu vois, pour leur dire non, c'était bien des pneus civils les gars, y a pas de problème. Et Porsche, ils ont continué à gueuler. Du coup Nissan, ils leur ont proposé texto, vous voulez qu'on vous envoie nos pilotes pour piloter vos Porsche et battre le record de notre Nissan sur votre circuit. Le kilo des Japonais, impressionnant. Les Japonais sont les histoires incroyables. entre Porsche et Nissan sont juste trop drôles. Mais du coup voilà, Tokyo Drift, impressionnant. Ouais. On voit des modèles mythiques comme la 350Z, des Mitsubishi. Mona Lisa. La Mona Lisa, C'est une Silvia, frère. c'est une Silvia. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a dit je veux une Silvia dans ma vie, quoi. Ah Genre, ouais. Mona Lisa, comme la RX-7 hein, De Han. de Han, qui est incroyable. Hein. Mais moi, Mona Lisa, pouah. Ouais. Enfin, du coup voilà, ma culture, Les Mitsu. ouais, les Mitsu, puis cette espèce de Ford Mustang japanisé à la fin ouais. du film qui est, Mm. qui est trop cool aussi. De Enfin, ouf. ouais. Non, c'était un bon film et qui ne suit pas forcément la saga Fast and Furious. Il peut se regarder tout Oui, seul sans il est un avoir peu vu hors, ceux d'avant. Il est hors du temps, ouais. il est Ils hors l'ont du raccroché à partir du 7 ou je sais plus quel épisode, Oui, mais ouais, enfin ouais. voilà, c'est alambiqué, mais voilà. Tokyo Drift, si vous n'avez pas vu, pareil, il faut y aller. C'est chouette. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Puis je pense qu'on est déjà pas mal. On est pas mal. On pourrait parler de plein d'autres trucs. Il y a eu d'autres films qui m'ont bien plu. Enfin, c'est pas vraiment des films, plus des espèces d'expériences cinématographiques qui ont été faites, avec notamment Henri Vatanen à Pikes Peak. Cette fameuse course de côte aux États-Unis où on a vu tous les plus gros modèles de groupe B, des véhicules monstrueux avec plus de 1000 chevaux qui sont sur des routes aussi larges que la voiture à faire des dérapages pour négocier les courbes et tout ça. Et le fameux pare-soleil À base de sa main droite. de Harry Vatanen sur cette montée quasiment en haut en 406 T16. Et qui a été faite, incroyable. Donc le film s'appelle Climb Dance, ça date de 98. Ils l'ont faite en 2 ou 3 prises, je crois, parce qu'il y avait les caméras dans la voiture, il y avait aussi les hélicoptères, et voilà, donc gros projet ce truc-là. Et il y en a eu un autre français avec Claude Lelouch qui a pris sa caisse et il lui restait 300 mètres de bobine pour faire un film, donc ça fait 10 minutes, 300 mètres de bobine. Et donc il s'est dit, faut que je fasse quelque chose, que je raconte une histoire avec ces 300 mètres de bande.
Et donc tu vois juste une caméra qui est posée sur le pare-choc avant d'une bagnole et il bombarde comme un fou dans les rues de Paris pour arriver jusqu'à Montmartre. Et donc ça s'appelle un rencard, non, c'était un rendez-vous de Claude Lelouch. Et c'est juste incroyable le bruit de la voiture. Et puis le fait de rouler comme ça dans Paris, alors même si ça date de 1970, 1972, un truc comme ça, ouais, c'est vieux, hein. C'est vieux, mais juste incroyable. Ces 10 minutes de film, c'est juste fou. Ouais, Harry Vatanen qui de toute façon, ce mec est né pour qu'on puisse clipper des morceaux de ce qu'il fait et les rendre viraux sur Internet. Il est incroyable. Je pensais à ça, j'ai en tête aussi lui dans une 406, toujours, dans une 405, qui fait la course contre Yann Deroy au Dakar. Et donc il y a un camion, le DAF Turbo Twin, qui a 2 moteurs avec 2 cabines là. Oui. En fait, les deux sont côte à côte à 180 km/h dans les dunes de sable. Ouais, puis t'as le camion, je crois, qui est dans la partie un peu plus dune, qui rebondit, qui fait ouais, des parce qu'en camion, t'as des roues énormes. Donc, c'est incroyable, cette vue-là, elle est folle aussi. Ouais. Et bon, la morale de l'histoire, c'est que De Roy a gagné et on a bridé les camions à 160 parce que c'était pas normal d'avoir des camions qui roulent aussi vite. Non, les camions du Dakar, c'est incroyable. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Ah si, encore. En fait, ils font pas de résultats parce que c'est des camions d'assistance, donc il y a forcément un moment où ils se retrouvent à devoir attendre ou à dépanner, ou ça reste... Ils font la course, mais c'est pas là pour faire du résultat, quoi. Ouais, ils sont pas sur la liste des pilotes ou des véhicules engagés administrativement, je sais pas comment ça fonctionne, okay, mais ouais. Okay. c'est des grosses dépanneuses qui roulent très vite, finalement. Ok. Bon, je crois qu'on peut se quitter là-dessus, si ça vous va, les gars. Ouais. Peut-être que cet épisode plaira moins à certaines personnes, ce que je comprendrais très bien, parce que l'automobile n'est pas une passion que tout le monde partage, et y a pas de souci. On espère quand même que ça peut vous plaire et que vous apprendrez quand même des choses, même si le sujet vous passionne pas, que juste par curiosité, ça vous octroiera quelques connaissances. Et puis on sera peut-être amené à parler d'autres sujets autour de l'automobile. Peut-être du rallye avec du groupe B, ou peut-être tellement de sujets qui sont possibles et qui nous font nous inspireront de fou. Ouais. Donc voilà, qu'on sera amené à reparler d'automobile sur sur ce podcast. Donc voilà, ne vous étonnez pas, ce sera pas tout de suite, on va se passer des trucs, on va essayer de faire ça bien, et puis pas de soucis. Donc c'était Mathéo et Clément. Mathéo Carré. Mathéo Carré et Clément pour Podcaf. Et puis voilà. Salut. Et on souhaite une bonne soirée à nos auditeurs. Ouais. Même si vous le regardez le matin, passez une bonne soirée. Pour vous.